Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture, donc je vais vous parler de 5 livres. Donc c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo puisque je l'avais déjà tournée il y a quelques jours pour vous parler seulement de 3 livres, mais comme j'étais pas satisfaite, je me suis dit allez, je vais la refaire et entre temps j'ai fini d'autres livres. Alors vous allez peut-être entendre Freya derrière, d'ailleurs il va falloir que je me lève 2 secondes. Donc depuis ce matin elle est complètement excitée parce qu'il y avait une espèce de bestiole au plafond et du coup elle a trouvé un moyen de se rapprocher du plafond, mais depuis ce matin elle monte sur les meubles de la cuisine. Voilà, donc c'est pas top. Donc le premier livre dont je vais vous parler, il est sur ma Kindle puisque je l'ai lu donc sur ma Kindle. C'est un SP, c'est un livre que j'ai eu grâce à la plateforme NetGalley et voilà, donc je voudrais les remercier et remercier aussi la maison d'édition, donc c'est la collection La Bête Noire de Robert Laffont. Et donc j'ai lu Les Disparus de Pukatapu de Patrice Biarro, donc chez La Bête Noire. Donc voilà, je vais vous en parler. Donc c'est le deuxième tome des aventures de Lilith et Maema, je crois. Je commence déjà à oublier les noms, ça va pas le faire. Donc c'est la suite du coup du bûcher de Moorea que j'avais bien aimé. Hein. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais passé un super moment quand même avec ce bouquin. Et donc là on se retrouve dans ce deuxième tome, elles sont envoyées, donc toutes les deux sont journalistes, hein. Lilith est photographe pour un journal et Maema est journaliste, du coup elles sont envoyées sur un petit atoll de Polynésie, un atoll fictif, pour faire un article sur les conséquences du réchauffement climatique. Elles vont être rejointes par un homme de je sais plus quel organisme qui va un petit peu valider les constatations qu'elles ont faites, mais voilà, pour l'instant ils n'arrivent pas. Sachant qu'elles sont bloquées sur cet atoll vu qu'il y a une espèce de bateau qui passe juste toutes les 2 semaines pour revitailler les gens et que des gens puissent venir ou partir de l'atoll. Donc voilà, pour l'instant elles sont bloquées là et l'histoire commence tout simplement dès la première ligne. Lilith va trouver une main échouée sur la plage, une main qui a une forme un petit peu particulière, à qui il manque un doigt je crois, et donc très vite, il va y avoir toute une histoire avec l'appareil photo de Lilith. Je crois qu'elle va prendre la main en photo, mais la main va disparaître et après son appareil photo va disparaître. Bref, personne ne veut savoir, enfin ne veut, comment dire, la croire et essaie de la faire passer pour folle ou pour malade, bref. Il y a tout un tas de secrets qui vont se mettre en place sur l'île. Il va y avoir aussi d'autres macabres découvertes. Et voilà, pour résumer. Donc c'est un espèce de huis clos, hein, puisqu'on est que sur cet atoll qui n'est pas très grand, où il y a très peu de personnes, hein, il y a quelques familles, un prêtre. Voilà, on va suivre aussi en parallèle un homme qui a fait un naufrage je crois et qui va se retrouver dans un endroit un petit peu bizarre, voilà. J'en dis pas plus là-dessus. Donc j'ai bien aimé dans l'ensemble, c'était un vrai plaisir de retrouver Lilith et Maema. Mais j'ai quand même beaucoup moins aimé que le tome 1. Freya est retournée sur le dessus des meubles de cuisine. De toute façon, on va la laisser. Hein. Ouais, ça va la laisser au bout d'un moment. Bref. J'ai du mal à me concentrer. Donc, j'ai passé un bon moment quand même, mais j'ai quand même préféré le tome 1. Je dirais qu'il m'a manqué un petit peu de suspense qui me donnait envie de retourner vers le livre à chaque fois en fait. J'avais pas cette niaque d'y retourner, c'était pas aussi addictif que j'aurais voulu. Après, autre petite chose qui m'aurait... que j'aurais bien aimé, c'est un peu plus de description. Moi, vous le savez, les descriptions c'est mon dada. Bon après, je pense que c'est le style de l'auteur qui fait ça, c'est pas vraiment une reproche. Je crois que c'était ça aussi dans le premier tome. Bref, je me souviens plus trop, mais je crois. En tout cas oui, la plume par rapport à ce que je me souviens du 1 est restée dans sa continuité, donc au final c'est juste que c'est pas ce que fait l'auteur. Sinon j'ai beaucoup aimé, on va dire, l'explication finale. Je vais évidemment pas vous en parler, hein, sinon quel est l'intérêt de lire le livre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et limite j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus développé, peut-être un petit peu plus tôt dans le livre, qu'on en apprenne plus, que ce soit que limite que ce soit vraiment le sujet principal de l'histoire. J'ai vraiment adoré ça et j'ai hâte de découvrir le 3e tome des aventures de Lilith.
qui arrivera en 2021, si d'ici là l'industrie du livre existe toujours. Donc voilà, ensuite j'ai lu Terra Sevenola de Louisa Treborac aux éditions du Lys Bleu. Et alors c'est il y a des choses que j'ai beaucoup aimées et un truc que j'ai cordialement détesté et qui m'a vraiment un petit peu dérangée dans mon appréciation globale du livre. Donc en fait on se retrouve avec Claire qui est journaliste, qui travaille dans un journal qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Nous les autres ou quelque chose comme ça. La revue de Nous autres, voilà. Qui est un journal qui va suivre des gens qui ont un projet dans leur vie, mais en 3 parties. Donc tout d'abord dans un premier numéro du magazine, il va y avoir que les proches de cette personne à qui on va poser des questions sur la personne qui va être interviewée et suivie après. Voilà, vraiment avoir une vision à travers ses proches. Ensuite, dans un autre numéro du magazine, le ou la journaliste va passer quelques jours dans la vie de la personne interviewée pour découvrir son projet, sa vie, blabla blabla. Et ensuite, 1 an plus tard, le journaliste revient dans la vie de la personne pour voir quels sont les changements qui ont été faits depuis 1 an. Donc, on a Claire qui a décidé d'interviewer Solène, qui est une jeune fille à la base de Toulouse qui est partie vivre dans les Cévennes pour... parce que je ne vais pas vous dire elle a acquis, je ne vais pas vous dire comment, un hameau de mâts, voilà, et donc elle élève des ânes et d'autres animaux et elle essaie de rénover ça pour en faire des gîtes, voilà. Cette partie-là, enfin, voilà, franchement ça j'ai adoré les 2 personnages principaux, j'ai adoré, on est vraiment dans une espèce d'histoire un petit peu rurale et limite un peu de nature writing, légèrement. Et ça, ouais, j'ai vraiment adoré découvrir il y a aussi, on apprend des choses sur cette région. Et surtout, ouais, les 2 personnages lisent beaucoup. Enfin, surtout Solène, plus que Claire, mais elle va lui parler beaucoup de littérature. Et j'ai noté des titres qui me tentent, voilà. J'ai par exemple l'autrice Mary Webb, qui est une autrice anglaise. Ça m'a donné envie de la découvrir. Je ne sais plus quel autre auteur on parle dans ce livre. Mais bref, j'ai beaucoup aimé toutes ces petites références littéraires. Mais on va arriver au gros point noir pour moi, c'est que chaque chapitre, vous voyez, à chaque fois on a un chapitre et après on a chapitre 1 et ensuite chapitre 1 prime où on suit des anges gardiens et des genres de démons. Je sais pas comment ça s'appelle, les anges gardiens démons. Je crois que le nom est dit à un moment ou à un autre, bref. Qui surveillent un petit peu ce que font les différents personnages, qui essaient d'influencer en bien ou en mal. Ouais, j'ai pas compris le projet de l'autrice avec ça. Alors, sachant que la fin ça m'a un peu gonflé, donc j'ai un peu lu en diagonale. Peut-être que j'ai loupé quelque chose d'important vis-à-vis des anges gardiens, mais de ce que j'ai pu en lire, j'ai pas compris le projet et ça m'a saoulée. Et de toute façon, ces chapitres-là, voilà, je regardais la page entièrement sans lire chaque mot. Et puis voilà, je passais à la suite, je repassais à nos personnages principaux. Donc voilà, j'ai pas compris. Et je pense que sans ça, pour moi, ça aurait été un sans faute. Enfin, c'est pas non plus, ça aurait pas été un coup de cœur non plus, mais c'est quand même, si j'oublie les parties avec l'ange gardien, c'est quand même une bonne lecture. Très bonne lecture. Et autre petite chose que je voulais souligner, puisque je pense que c'est quand même, c'est faisable, mais c'est peut-être, il faut réfléchir, je pense, un minimum pour faire ça, c'est que chaque chapitre, en fait, vous voyez, il n'y a pas juste chapitre 14, il y a 14 tasses à thé, puisqu'à un moment dans le chapitre, il va être dit 14 tasses à thé, et c'est ça pour chaque chapitre, 11 personnes à loger. 7 d'un coup. Là on a quoi, 21 pensionnaires, voilà, et ça j'ai trouvé ça génial, je trouve que ça amène un petit peu de... Je me suis fait couper la chic par mon réflexe, bref. Donc je disais, ça apporte un petit peu de valeur ajoutée au style de l'auteur et j'adore ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, donc dans l'ensemble c'est quand même une pas trop mauvaise lecture. C'est vrai que quand je suis sortie de là je savais pas quoi en penser. D'ailleurs à l'heure actuelle j'ai toujours pas donné de note sur Livre Addict, puisque il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, mais j'ai ce problème des anges gardiens qui me gêne. Voilà.
Donc si ça vous dérange pas, bah, n'hésitez pas à découvrir cette lecture. Oula, pardon. Et voilà. J'ai ensuite lu un autre livre sur ma Kindle, un autre OSP que j'ai eu grâce à la plateforme NetGalley, que je remercie. Et je remercie aussi les éditions Belfond qui m'ont du coup envoyé à lire Et les vivants autour de Barbara Abel, donc son dernier roman sorti en février ou en mars, je ne sais plus. Je vous le mettrai là. Je crois que c'était début mars, ouais, le 5 mars. Dans ce roman, on va suivre la famille Mercier qui vit sa vie un petit peu autour d'un personnage central qui est Jeanne, qui est dans le coma depuis 4 ans suite à un accident de voiture. Et donc on suit du coup toute sa petite famille, toutes les répercussions que vont avoir le coma de Jeanne dans leur vie, hein, puisque forcément ça prend une très grosse part. Donc on a tout d'abord ses parents, Gilbert et Micheline. Donc Gilbert est un PDG très... comment dire ça de manière... c'est un connard? Non. C'est vraiment un mec totalement détestable et qui a aucun respect pour ses employés ni pour sa femme et considère que ses filles sont sa propriété. Ensuite on a Micheline, donc la mère qui dévoue à ses filles, qui est très soumise à son mari. Voilà. On a aussi Charlotte, la sœur de Jeanne, qui est en couple avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, un homme qui... avec qui elle tient un restaurant. Donc c'était son rêve à lui d'avoir un restaurant et elle lui a dit ok pour ton rêve, mais moi du coup réalise mon rêve. Elle veut un enfant et ça fait du coup quelques années qu'ils essaient d'avoir un enfant mais ça ne fonctionne pas. Au début de l'histoire on a le médecin de Jeanne qui va dire aux parents qu'il a besoin de les voir et aussi, ah oui j'ai oublié d'ailleurs pas le plus important mais un personnage quand même assez important, le mari de Jeanne qui s'appelle Jérôme, qui est acteur, enfin comédien, il joue dans des pièces de théâtre. Et donc il va dire aux parents de Jeanne et à Jérôme qu'il a besoin de les voir puisqu'il doit leur annoncer quelque chose. Donc forcément les parents vont se poser un tas de questions, ils vont se dire ça y est, il va nous dire qu'il faut débrancher Jeanne puisqu'il n'y a plus d'espoir. Et là il va y avoir déjà un premier déchirement dans la famille, une partie qui ne veut pas la débrancher et une partie qui veut la débrancher. Sauf qu'au final, le médecin va leur annoncer totalement autre chose. Je ne vous dirai absolument pas de quoi il s'agit, puisque... Voilà, c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah oui !» Et puis, au début du livre, c'est marqué qu'un événement en particulier est réel, mais pas le reste. Et je me suis souvenue de cette histoire dont j'avais déjà entendu parler. Et voilà, là, on part du coup dans un autre thème totalement, et... très questionnable aussi, hein, comme sur la question de la fin de vie, c'est questionnable, mais là en plus c'est encore plus... Enfin bref, je vais m'arrêter là pour le résumer. Donc j'ai passé un très bon moment avec ce livre, c'est mon deuxième Barbara Abel, le premier c'était Derrière la haine que j'ai beaucoup aimé, que j'ai dévoré en une journée. D'ailleurs je pense que j'ai quand même une petite préférence pour Derrière la haine. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient que celui-là était un vrai chef-d'œuvre. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, mais de là à dire que c'est un chef-d'œuvre, peut-être pas. J'aime beaucoup comment Barbara Abel crée ses personnages, comment elle les interactions familiales, puisque les deux livres que j'ai lus, bah, on est oui dans des interactions familiales ou amicales, mais très proches. C'était Derrière la haine, on avait deux couples, deux meilleurs amis qui se déchirent autour d'un événement. Donc je disais, j'aime beaucoup les personnages que crée Barbara Abel. Là on est quand même avec des personnages qui sont tous un petit peu détestables à leur manière, mais on s'attache quand même à eux. Et il va y avoir tout un tas d'interactions, de secrets, de révélations, et ça j'ai beaucoup aimé. Sur la fin on part un petit peu sur le thriller, et c'est peut-être cette partie-là qui m'a le moins convaincue. Parce que... Voilà, un personnage va faire quelque chose que j'ai trouvé peut-être un petit peu sorti de derrière les fagots. D'ailleurs oui, cette expression, j'adore l'utiliser, mais je l'utilise d'une manière complètement pas correcte, mais bon, c'est pas grave. Bon, en même temps, si l'histoire nous amène à penser que oui, que voilà, il y a un trop plein de choses et tout, bref. Peut-être que j'aurais préféré que ça reste juste un drame familial psychologique.
voilà, c'est peut-être ça le petit truc qui m'a un petit peu dérangé, la fin, que j'ai trouvé peut-être un peu trop, je ne sais pas. D'un côté, il y a des choses qui m'ont plu. Bref, je suis un peu... Je sais pas, j'ai quand même passé un très bon moment avec ce Barbara Abel. Ça m'a juste donné envie, c'est mieux, de lire tous les autres Barbara Abel que j'ai dans ma palle, puisque j'en ai énormément. Et voilà, je vous conseille quand même de lire ce roman, puisqu'il y a des thèmes abordés qui sont quand même importants, qui sont forts et que j'ai aimé. Bon, maintenant on va passer à un bon gros morceau dont je ne sais pas du tout comment l'aborder. Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko chez les éditions La Talente. Je vous ai parlé de ce livre sur Instagram quand je venais de le terminer. J'ai quand même du mal à vous parler de ce livre, puisqu'à l'heure actuelle, c'est pas un coup de cœur, mais je pense que c'est quand même une très très bonne lecture. Bon allez, je vais me lancer, je vais d'abord vous parler un petit peu de l'histoire. Donc on se retrouve avec Sacha qui est une petite fille, non, une ado, qui va partir en vacances avec sa maman. Donc je crois que c'est en Crimée qu'elle part en vacances. Et donc du coup au bord de la plage et tout, tous les jours elle va aller à la plage avec sa mère. Et elle va très vite remarquer qu'il y a un homme un petit peu bizarre, habillé tout en noir, avec des lunettes noires, qui la regarde. Voilà, et dès qu'il va s'approcher d'elle, elle va se dire... c'est un cauchemar, il faut que je me réveille, et paf, elle se réveille. Ça va durer quelques temps, jusqu'au jour où cet homme va réellement lui parler. Enfin, quand je dis ça va durer quelques temps, ça va durer quelques temps, mais à chaque fois on est le même jour. Hein. Oui, puisqu'à chaque fois elle se réveille, et elle se réveille le même jour. Bref, à un moment ou à un autre, il va réussir à lui parler. Et il va lui dire qu'en gros, il faut... Alors je sais plus s'il dit ça exactement. Voilà, et je voulais relire parce que j'avais vu quelque chose qui était dit dans un avis que j'avais vu. Et je me souvenais pas qu'il ait dit ça, mais c'est vrai qu'il l'a dit, mais pas d'une manière... il l'a dit d'une manière détournée. Bref, en gros, il fait comprendre que tant qu'elle ne fera pas ce qu'il lui demande, à chaque fois... ça va recommencer en fait. À chaque fois elle va se dire il faut que je me réveille, elle va se réveiller et elle va le revoir, etc., etc. Et il va lui dire que pour arrêter tout ça, il va falloir qu'elle aille tous les matins à 4h ou 5h 4h du mat nager à poil, enfin toute nue dans la mer jusqu'à une bouée, toucher la bouée et revenir. Au début elle va se dire mais c'est quoi ce gros pervers, pourquoi il me demande de faire ça. Il va lui dire qu'il sera pas là, enfin que de toute manière personne ne la verra à cette heure là parce qu'il fait nuit encore et que personne n'est debout. Donc voilà, elle va se mettre à le faire sans trop savoir pourquoi. Le lendemain matin, paf, elle va mettre son réveil, elle va aller faire ça, et juste après elle va se mettre à vomir, et elle va vomir des pièces d'or, des pièces qui ne sont pas des pièces connues, avec des symboles un petit peu bizarres dessus. Et voilà, elle va recommencer ça pendant plusieurs jours, et toujours, et il y a de plus en plus de pièces, je crois, qu'elle vomit. Jusqu'au jour où son réveil ne va pas fonctionner, et du coup elle va être paniquée, puisque je crois qu'il lui avait dit que si elle ne le faisait pas, après il allait se passer des choses. Et en effet, il se passe un événement un petit peu, pas trop grave, mais un petit peu, qui va se passer ce jour-là. Du coup, elle va continuer à ses petites plongées dans la mer tous les matins jusqu'à la fin de ses vacances. Ensuite, une fois rentrée chez elle, pendant plusieurs mois, elle continuera à vivre sa vie, jusqu'au jour où cet homme va revenir dans sa vie et va lui dire il faut que tous les matins, à 5h du matin, tu ailles courir 3 fois, faire 3 fois le tour du parc, et après aller uriner dans un buisson. Ce qu'elle va faire. Et après, une fois qu'elle est rentrée chez elle, elle va se remettre à vomir des pièces. Voilà, elle va faire ça pendant des mois. Jusqu'au jour où en gros il va lui dire qu'elle a réussi le test et qu'elle est acceptée à l'Institut des études spécialisées, non, des technologies spéciales. Je sais plus c'est quoi le nom de l'institut. Je crois que c'est ça, Institut des technologies spéciales.
endroit où elle a absolument pas envie d'aller. Elle devait aller à l'université étudier je ne sais plus quelle matière. Elle est un petit peu réticente, mais bon, elle comprend qu'elle n'a pas trop le choix d'y aller. Et du coup, elle va se retrouver à partir dans la petite ville de Torpa, un tout petit bled que personne ne connaît. Et voilà, elle va se retrouver là-bas avec d'autres personnes qui sont là comme elle, qui sont arrivées comme elle sans avoir le choix. Et ils vont avoir des cours, on va dire normaux, de PS, d'anglais, je sais, d'histoire. Et elle va avoir une matière qui s'appelle la spécialité, je crois. C'est fou, j'ai lu il n'y a pas longtemps, je commence à tout oublier. Et là, c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué, ils ne comprennent pas du tout ce que c'est. D'ailleurs, ils ne savent pas ce qu'ils étudient réellement ici, personne ne leur dit, aucun prof. Et leur matière qui est la spécialité, ils comprennent pas trop, quoi. Il y a des caractères cyrilliques, mais ça ne veut rien dire. Voilà, bref, ça c'est le début. Et après, on va suivre du coup Sacha sur plusieurs années au sein de cet institut. Voilà, donc dans l'ensemble, j'ai adoré, donc on va dire la première moitié, toute cette partie avant la première année dans l'institut et la première année, puisqu'on découvre plein de choses, c'est très mystérieux, ça devient de plus en plus flou et compliqué ce que Sacha étudie. On comprend pas et clairement c'est jusqu'au bout, hein, on est quasiment dans le flou. En tout cas moi c'est l'impression que j'en ai eu, hein, vraiment jusqu'au bout. On sait pas réellement ce qu'ils étudient, enfin même si sur la fin on commence à comprendre, mais il faut avoir l'esprit très ouvert pour comprendre, je pense. Ensuite, donc je vous disais la première partie, j'ai beaucoup aimé, enfin la première moitié. Ensuite, dès qu'elle arrive en deuxième année, ça commence à devenir un petit peu redondant. Même s'il commence à se passer des choses encore plus étranges, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est elle étudie, elle se fait à moitié torturer par ses profs, elle rentre à Noël chez sa mère qui s'est du coup remariée, qui est enceinte. Et voilà, ensuite, donc avant ça il y a les examens, elle va chez sa mère, elle revient, elle finit l'année. Oui, c'est un petit peu redondant. Et ensuite, il y a la troisième, après il y a la troisième année où là ça commence vraiment à devenir encore plus bizarre. Vraiment, enfin ce livre, c'est tout ce qui se passe, waouh, c'est un... Voilà, j'ai pas les mots. Clairement, j'ai pas les mots. Clairement, j'ai beaucoup aimé le côté, pas un petit peu, enfin c'est pas young adulte, mais vous voyez une ado qui va dans une école. Il y a des gens qui disaient que c'est un petit peu le Harry Potter russe, bon rien à voir hein, quand même, on va pas se mentir, mais il y a une petite vibe comme ça d'une ado qui va dans une école très loin de chez elle, dans un internat, et en même temps on est un petit peu dans cette ambiance froide de Russie. Ça j'ai beaucoup apprécié, même si les auteurs ont dit qu'ils ne s'étaient pas inspirés de folklore russe pour faire cette histoire, mais on est quand même dans une ambiance un petit peu à la russe quand même. Ils nous parlent de nourriture russe, enfin voilà, on est quand même en Russie et on le ressent et ça j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que tout ce qui est autour des études qui se passe dans cet institut, c'est très flou, mais c'est voulu aussi par les auteurs, je pense. Même si à la fin, on arrive un petit peu à se diriger vers quelque chose en rapport avec la création du monde et tout, ça part très loin. Et la fin, je suis pas sûre d'avoir compris. Et d'un côté, c'est ça que j'ai aimé, c'est que vous voyez, après j'ai été voir pas mal sur des forums anglophones qui parlaient de la fin de Vita Nostra. Et ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est que personne n'avait la même explication à la fin. J'ai trouvé ça fou quand même qu'il y ait un livre qui plaise à autant de gens et que autant de gens n'aient pas compris de la même façon à la fin. Voilà. Donc je pense que c'est un livre que je vais avoir vraiment besoin de relire. Je le sais, je vais pas le relire tout de suite, hein, mais j'ai très envie de le relire et peut-être que j'aurai une meilleure compréhension. Mais voilà, c'est vraiment un livre très fascinant en tout cas. Et comme je l'ai dit, j'ai perdu un petit peu de l'entrain de ma lecture vers le milieu, mais après c'est reparti. Et après, je suis pas sûre de l'avoir forcément lu à au meilleur moment, voilà, dans cette période de confinement où moi je suis pas complètement confinée de toute manière, vu que je dois aller bosser. Mais voilà, quand même, ce livre va rester
gravé dans ma mémoire. Enfin en tout cas mon impression de ce livre va rester très longtemps. Je pense pas qu'il ferait partie de mes meilleures lectures de 2020. Mais dans mes plus marquantes, ça c'est sûr. Après tout ça, j'ai eu besoin de lire quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus terre à terre. Du coup, je me suis dit que j'allais lire La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel au livre de poche. Donc là, on se retrouve encore une fois dans une histoire de coma. Il y avait une histoire de coma dans Et les vivants autour, là aussi, puisqu'on est avec Thelma, qui est une mère qui travaille dans une boîte de cosmétiques. Elle est directrice marketing ou quelque chose comme ça. Et elle a un fils de 12 ans, Louis. Elle est mère célibataire. Et elle est surtout, c'est une acharnée du travail. Là, on est samedi matin, elle va prendre un brunch avec son fils et sa mère. Et son patron l'appelle. Et du coup, bah, forcément, elle répond. Hein, parce que c'est normal de répondre un samedi matin au boulot. Et du coup, son fils qui, à ce moment-là, voulait lui parler, est déçu, boude. Et du coup, il part avec son skate. Et il part très vite. Et il perd le contrôle de son skate et se fait percuter par un camion. Donc là, Thelma va complètement péter un câble, hein, enfin normal j'ai envie de dire. Et du coup son fils va se retrouver à l'hôpital dans le coma. Et à partir de ce moment là la vie de Thelma va changer hein, complètement. Très vite elle va arrêter de travailler, hein, je vous dirai pas dans quelles circonstances parce que c'est un petit peu drôle. Et voilà, elle va se retrouver entièrement dévouée à son fils. Et elle va ensuite, au bout d'un moment, elle se décide d'aller dans la chambre de son fils. Et là-bas, elle va trouver un petit carnet qui s'appelle le carnet des merveilles, où son fils a noté toutes les choses qu'il a envie de faire avant de mourir, sachant que bon, il dit que c'est un carnet qui sera extensible, enfin voilà, il pourra noter des choses au fur et à mesure, mais là, il a noté quand même quelques trucs. Et sa mère va, comment dire, son fils a 1 mois pour se réveiller en gros. Alors, je sais pas si c'est réellement quelque chose qui se fait. Genre, bon, si votre fils se réveille pas au bout d'1 mois, bon, on le démange. Alors que dans les vivants autour, ça fait 4 ans. Je sais pas. Je sais pas trop comment ça se passe à ce niveau-là. J'espère ne jamais avoir à le savoir dans ma vie. Mais du coup, elle se dit, il faut absolument qu'il se réveille avant cette date fatidique qu'on lui a dit. Et du coup, elle s'est dit, je vais réaliser tout ce qu'il y a dans ce carnet pour mon fils, pour lui raconter, pour que ça lui donne envie de se réveiller pour faire aussi toutes ces choses-là. Et du coup voilà, c'est parti, premier endroit, elle va partir au Japon pour faire tout un tas de choses que son fils avait notées dans son carnet. Et voilà, ainsi de suite, il y a d'autres choses, on va suivre du coup tout au long de l'histoire tout ce que sa mère va faire pour son fils. Alors d'un côté je repars à zéro. J'ai passé un très bon moment, je pense que ce livre est arrivé à point nommé, peut-être que je l'aurais pas autant apprécié après une aussi grosse brique et une aussi complexe brique que Vita Nostra. Voilà, là c'était vraiment le genre de lecture que j'avais absolument besoin après Vita Nostra. Et c'est pour ça je pense que j'ai passé un très bon moment. Je l'ai lu en une journée, hein, donc voilà, je l'ai dévoré. J'ai passé un très bon moment. Si on ferme les yeux sur certains trucs, ça passe très très bien. Bon, par exemple, fermer les yeux sur le fait qu'il y ait une romance un petit peu trop évidente, mais bon, c'est pas grave et j'ai quand même beaucoup apprécié cette romance. Enfin bon, c'est pas le centre de l'histoire, mais c'est juste que ça arrive. Mais bon, dans ce genre de livre, forcément, une romance, ça arrive. C'est ça que j'aurais pu reprocher, mais ça m'a pas du tout dérangé. Et autre petit point qui m'a un petit peu fait tiquer, que Séverine en avait parlé quand elle avait parlé de ce livre, c'est que voilà, cette femme, il lui reste 1 mois, en gros il lui reste 1 mois avec son fils, et du coup elle, tout ce qu'elle va faire c'est se barrer au Japon pour réaliser les rêves de son fils. En plus voilà, enfin je sais pas moi, est-ce que j'aimerais que ma mère aille... Si genre moi mon rêve c'est d'aller en Islande, bon j'y suis déjà allée mais bon, on va dire que j'y suis jamais allée. Si demain je suis dans le coma et que je sais que ma mère elle du coup elle s'est barrée en Islande pour faire tout ce que je voulais faire, je sais pas si j'apprécierais. Voilà, c'est... Voilà, et comme disait Séverine, oui, il reste 1 mois à vivre en gros avec son fils peut-être. Elle se barre à l'autre bout du monde alors qu'elle pourrait passer son temps avec son fils.
Mais bon, si on se base là-dessus, après le livre n'existe pas et voilà. Après moi je suis pas mère, donc c'est un point que je souhaite évoquer, même si moi je ressens pas un petit peu ce besoin de... Enfin, je comprends pas absolument ce besoin de rester avec son enfant. Enfin, je le comprends, mais je le vis pas, on va dire. Voilà. C'est compliqué. Donc voilà, dans l'ensemble, ça a été un bon moment de lecture. J'ai ri à des moments, j'ai pleuré à d'autres. Voilà, moi je suis un bon public, hein, la plupart du temps pour ce genre de livre. Quand c'est pas trop gnangnan, et là c'était pas trop gnangnan, donc j'ai passé un bon moment. C'est pas un coup de cœur, hein, c'est pas un chef-d'œuvre ou je ne sais quoi à mes yeux. Mais c'était une bonne petite lecture qui est arrivée à point nommé et que du coup j'ai su apprécier à sa juste valeur. Voilà tout le monde, c'était tout pour cette update lecture. Je vais vous laisser vu que le soleil commence à m'arriver sur la tronche. Il est temps que je m'arrête. Donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Juste, j'ai une petite question. J'hésite à vous faire une vidéo pile à lire du confinement. Bon, sachant que moi je suis pas confinée, donc je ne peux pas lire peut-être autant que je voudrais. Mais voilà, c'est vrai que là j'ai prévu certaines lectures pour les prochaines semaines. Et je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous en parle. Enfin, que je vous fasse une vidéo à ce sujet-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!